Et bonjour à tous, Bertrand Guilbault à nouveau, pour la formation ITIL Foundation 2011, et on va parler de la stratégie du service. Donc il y a un moment où on va générer notre stratégie, donc c'est le processus qui définit et qui maintient l'orientation de la stratégie, hein, il va comprendre et définir vraiment l'orientation, et il va, après avoir défini, il va s'assurer que l'organisation elle atteint bien les résultats métiers attendus. Parce que définir une stratégie c'est bien, mais après il faut que derrière ça suive. Donc dans la gestion de la demande, je vous l'ai dit, c'était assez lié à d'autres processus. Donc on va, dans le processus de gestion de demande, on va essayer de comprendre et bien sûr influencer la demande client, hein, d'autant plus si vous avez déjà des ressources disponibles qui pourraient intéresser le client. Fournir les capacités en fonction de la demande, hein, on s'assure que, je l'ai dit tout à l'heure, on répond bien aux besoins et notamment au niveau de la demande, donc on va s'assurer au niveau des capacités, on va s'assurer que les capacités sont assez élevées pour répondre aux besoins, mais pas trop. Si on est notamment en service externe, en fournisseur de services externe, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée. Attention de ne pas trop en donner parce que du coup, on risque ça risque de nous coûter plus, plus que ça ne devrait, puisque on en donne trop. Il faut en donner exactement ce dont a besoin le client. Alors attention à nuancer, on donne exactement ce dont a besoin le client dans la fourchette haute. Hein. On ne fait pas une moyenne, non. Vous assurez que les serveurs ils répondent bien, qu'il y ait 10 ou les 40 personnes qui travaillent chez le client. Par contre, pas besoin d'en faire pour 1000. S'il y a 40 personnes qui travaillent chez un client et qui vont utiliser votre service, ça sert à rien d'être staffé pour répondre pour 1000 personnes. On va définir les profils utilisateurs types. Donc un profil utilisateur type, euh, c'est de comprendre, d'avoir, je vais vous donner un exemple, d'avoir les utilisateurs qui sont là de 8h à 19h, avec leur pause entre midi et 14h. Donc ça peut être déjà un profil d'utilisateur type. Vous savez que les serveurs pour ce profil ne seront pas utilisés entre midi et 14h, ne seront pas utilisés avant 8h, ne seront pas utilisés après 19h. Et ça va vous permettre par exemple de prévoir des modifications sur vos applis à ce moment-là, etc. Vous avez forcément une masse de gens qui fait toujours la même chose, notamment au niveau des horaires, mais pas que. Ça peut être aussi, prenons, un exemple concret, des comptables ne vont utiliser, vont utiliser très peu vos ressources tout le long du mois, et à la fin du mois, au moment de la paye, vont avoir besoin de toutes vos ressources. Ça, c'est un autre type de profil utilisateur. Et on va définir aussi, donc ça, les profils utilisateurs types, c'est les UP, User Profiles, donc c'est le schéma d'activité récurrent des utilisateurs, et on va aussi définir les profils d'activité métier type, les PBA, Pattern of Business Activity, qui vont permettre de connaître les niveaux d'activité, donc de savoir ce que je vous ai dit. Donc les comptables, quand est-ce qu'ils utilisent, vos applications, et ils vont l'utiliser, en fait ils l'utilisent tout le temps, et votre PBA va dire attention, là il y a un pic, en fin de mois il y a un pic pour pouvoir envoyer toutes les payes. Donc dans la stratégie du service, il y a ce qu'on appelle la courroie du push-pull. Donc c'est la création de ressources et l'utilisation de ressources et d'aptitudes chez le fournisseur qui va fournir au client, qui va fournir un service au client, qui va lui-même utiliser des ressources et des aptitudes, et qui va, par son utilisation, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une courroie, c'est que
plus le client va être content de votre service, plus il va en demander. Ah, cette appli, elle est géniale, il faut que vous l'utilisiez. Ah, ce service desk, il est génial, quand on les appelle, ils nous résolvent notre problème, utilisez-le, etc. Plus le client va être content, plus il va vous faire travailler. Donc ça va faire tirer le moteur dans un sens, et plus le fournisseur de l'autre côté va produire, plus les gens en voudront. Partons de l'exemple de l'iPhone, par exemple. L'iPhone, quand ils fournissent tous les ans un nouvel iPhone, ou tous les 2 ans, ils fournissent un nouvel iPhone, et voilà, plus ils produisent, plus les gens en veulent. Et plus les gens l'utilisent, plus ils trouvent des points positifs ou des points négatifs. Hein. Attention, ça peut être dans l'autre sens. Mais plus ça fournit, plus les clients en veulent, et plus les clients en veulent, plus ils fournissent, etc. Et c'est ce qui fait marcher la courroie. Donc dans la stratégie du service, vous avez bien sûr le processus de gestion financière aussi, qui va permettre d'améliorer la partie visibilité pour optimiser vraiment la gestion des services. Hein. On va essayer de s'assurer que niveau financier, on est vraiment optimisé. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à ne pas donner des ressources en trop, à ne pas prévoir trop de ressources, et bien sûr pas assez, mais là pour la partie financière, c'est plutôt trop. À ne pas surpayer des éléments de votre service qui du coup impacteraient votre marge, etc. Donc c'est l'un des moyens de communication avec le métier, hein, forcément, à travers ce qu'on verra plus tard qui est le catalogue de services, mais c'est forcément l'un des moyens de communication, hein, l'argent, hein, le contrat, le, on a signé quelque chose avec vous qui, qui fait que vous devez payer un certain forfait pour que vous ayez un certain service. Et ben ça peut aussi faire partie de, voilà, si vous ne payez pas, bah, vous aurez plus le service. Ou oui, là vous avez payé trop, bah, ça tombe bien, là on vous en rend un peu parce que finalement vous n'avez pas consommé ce que vous avez payé, etc. Donc ça permet de fournir des éléments au dossier, au dossier métier, hein, c'est, on rapporte certaines tendances, etc., qui vont nous permettre de mieux connaître notre client, hein, finalement. Et son but va être de garantir que le niveau de financement approprié pour les services est bien là. On s'assure que, exactement ce que je vous ai dit, on s'assure que nos ressources ne nous coûtent pas plus cher que ce qu'elles devraient, et dans le même principe, on s'assure aussi que les ressources, elles nous coûtent assez pour pouvoir répondre au service. Et il va enfin définir un cadre qui va permettre de gérer les coûts des services fournis, donc hein, vraiment savoir borner le service nous coûte tant, et donc il faut qu'on le facture tant pour être bénéficiaire. Donc la gestion financière va aussi passer par le budget, la comptabilité et la facturation. Ces 3 sous-processus de la gestion financière qui vont utiliser la Configuration Management Database, CMDB, qui est en fait une base de données de la gestion des configurations, hein, la traduction, qui va nous permettre, donc la Configuration Database, la CMDB, elle stocke vraiment tous les actifs et et les liens entre les différents actifs. Donc elle va savoir que telle application est installée sur tel serveur avec tel OS, Linux, Windows, etc. Et voilà, et est dans telle salle qui nous coûte tant, etc. Donc elle va vraiment se baser là-dessus pour savoir, bah oui, donc le service, c'est pour cette application, et ben l'application, il y a la licence, l'OS, bah, il y a la licence, le serveur, bah, il a été payé, il faut l'amortir, la salle où elle est, bah, il faut peut-être payer le loyer, la climatisation, l'électricité en général, et ça va nous permettre de connaître les coûts et de les prévoir. Ça va aussi permettre de connaître ce que je vous ai dit, la marge de facturation et le rapport coût-prix. Voilà, la marge de facturation. Hein. On facture plus cher que ce que ça nous coûte, sinon ça n'a pas de sens. Ça peut, alors, pardon, je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire, on facture pas forcément plus cher
entre ce que ça nous coûte et la facture. Par contre, il faut que ça nous rapporte quelque chose. Donc il y a deux façons de rapporter. Il y a la ROI, donc le retour sur investissement, Return on Investment. C'est donc l'argent qui revient. Donc là, clairement, c'est la différence entre le coût et le prix. Mais il y a aussi la VOI, Value on Investment, qui là va être tout le retour immatériel. Donc c'est pas de l'argent là pour le coup, c'est vraiment de la valeur. C'est bah oui, là ça nous a coûté ou ça nous a rien rapporté, ou possiblement ça nous a coûté, typiquement de la publicité, hein. Mais par contre, ça nous a donné de l'image, ça nous a donné, voilà, on a fait un don, on a aidé gratuitement. Mais ça c'est pas que au niveau contractuel, c'est oui, bah le prestataire, il est resté un peu plus parce qu'il a vu que ça n'allait pas et qu'on était en galère sur notre appli, donc il est resté un peu plus pour nous expliquer, pour essayer de résoudre le problème avec nous, même s'il avait pas besoin de le faire, et même si du coup ça a coûté plus cher, hein, parce que le prestataire il reste pas pour rien, donc ça a coûté plus cher au fournisseur de service. Par contre, dans un second temps, on se rappellera que le prestataire qui est resté fait partie de l'entreprise fournisseur de services, et donc on se dira, bah oui, quand même, il faudrait peut-être mieux travailler avec eux qui restent un peu plus tard avec nous pour nous aider, plutôt que ceux qui, après avoir livré, ils s'en vont et c'est fini. Donc ça, c'est de la valeur sur investissement. Donc dans la stratégie du service, on a aussi la gestion du portefeuille de services. Donc un portefeuille de services, c'est ce qui va décrire vraiment l'ensemble des services en termes de valeur métier. Vous en avez, ouais, non, vous voyez plutôt des catalogues. Donc le portefeuille de services, c'est vraiment qu'est-ce que ça va apporter. Tous mes services sont alignés là et on va voir qu'est-ce qu'ils vont apporter au métier. Donc ça permet de faciliter du coup la compréhension pour connaître les opportunités en fait, hein. On va s'assurer que bah, là le client il a besoin de ça, et ben ah oui tiens, parce qu'il passe à travers ce service, bah justement ce service, si on l'améliore, bah justement il y aura une plus grande valeur métier et donc bah, on pourra le facturer plus cher. Dans le même principe, on fournit telle valeur métier à ce client à travers ce service, et ben ça tombe bien, mais le client d'à côté, lui, il a exactement le même besoin, et si on lui fournissait, et ben pourquoi pas, enfin, pourquoi pas ne pas répondre à son besoin à travers le même service qu'on exploite déjà. Le portefeuille, il va représenter du coup la partie engagement et investissement du fournisseur pour tous les clients et les marchés. Donc tout ce dont on s'est engagé est inscrit dans le portefeuille. Et enfin, donc il va contenir la partie, enfin tous les services de prestataires et les liens avec les services, c'est ce que je vous ai dit, dans le même principe, hein. Dans votre portefeuille, vous allez savoir quels sont les services attenants aux services fournis au métier. Donc possiblement vous allez avoir une application, hein, typiquement. Une application, c'est ce qui est fourni directement au métier, donc qui rapporte directement de la valeur, mais une application toute seule, elle ne marche pas. Alors vous allez me dire je suis un peu DevOps, mais c'est le cas. Une application toute seule, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait des serveurs derrière, il faut qu'il y ait de l'infrastructure, il faut qu'il y ait des, de l'électricité, etc. Et ça, c'est tout ce que moi j'appelle des services de soutien qui ne donnent pas directement de, de la valeur, qui ne créent pas directement de la valeur, mais qui sans ça, l'application, la partie, le service qui donne de la valeur ne servira à rien. Dans le même principe, un service desk, si c'est juste un service desk voilà, des gens assis à leur table et qui attendent, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un numéro de téléphone communiqué, il faut qu'il y ait de la VoIP, il faut qu'il y ait donc le téléphone par internet, il faut qu'il y ait un logiciel de ticketing qui va permettre de loguer les différentes demandes, etc. Voilà, c'est tout ça,
tout ce qui n'apporte pas de la valeur directement, mais qui est très important pour que le service en lui-même fonctionne. Donc je vous ai parlé de coût d'opportunité, donc c'est le coût du choix entre 2 choix ou plus. Donc c'est vraiment un exemple, c'est, est-ce qu'on fibre la France entière ou est-ce qu'on fournit des antennes 4G un peu partout? Donc le coût est différent et le profit bien sûr est différent et j'ai envie de dire la stratégie est différente. Donc le portefeuille de services, il permet aussi de gérer dynamiquement les services, hein, on l'a dit, il est là pour améliorer au fur et à mesure les besoins, s'assurer que la valeur est la plus haute par rapport à ce qu'on fournit. Et il va permettre aussi de gérer dynamiquement la partie gouvernance. Donc la gouvernance, c'est vraiment la direction. C'est les DSI, c'est le DG, c'est le PDG aussi potentiellement. Euh, donc sur les investissements qui seront nécessaires et gérer les risques et les coûts. Donc il répond aux questions, les questions suivantes. Pourquoi le client il va acheter ce service? Donc on l'a vu, hein, la valeur métier du service. Pourquoi chez nous? Ah, par exemple, parce que ben, nous on a fait de la valeur meilleure, hein, par mon exemple du prestataire qui reste un peu plus, on a une meilleure valeur sur investissement, par exemple, pourquoi pas. Comment on détermine les coûts et les prix? Ça c'est dans le même principe, savoir est-ce que je facture beaucoup plus cher en me disant attention ça me fait un risque parce que bah, le client il peut totalement aller ailleurs, mais du coup s'il est chez moi bah, ça va me rapporter plus, ou alors je facture moins cher et du coup la différence entre le coût et la facture est moindre, donc j'aurai moins d'argent, mais par contre je suis sûr d'avoir le d'avoir le la mission, que ce soit moi qui fournisse le service. Quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et les risques? Donc, dans le même principe, hein, on se remet en cause dans la gestion du portefeuille. Attention, oui, on répond à ce besoin, mais tous les autres besoins à côté, là, on n'y répond pas. Ça, c'est alors on répond, donc c'est une super force, hein, on répond très bien, on facture bien, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu de la niche? Est-ce qu'on ne devrait pas aller faire un peu tout ce qu'il y a autour? Ça fait partie aussi de la stratégie et du portefeuille de services en particulier. Et comment on répartit nos aptitudes et nos ressources? Bah, ouais, là, pour ce client, on fournit un service avec 100 personnes, alors qu'à côté, on fournit le même service, mais pour 10. Est-ce que bah, c'est parce que bah, il y en a besoin? Ou parce que bah, peut-être on a surstaffé un côté ou on a sous-staffé un autre? Donc, le portefeuille de service, il va contenir la description des services, on l'a dit, la valeur de chaque service, on l'a dit aussi, des cas métiers. Donc, des cas métiers, c'est vraiment des exemples, comme je vous ai donné, qui vraiment tourner métier, voilà, savoir que le métier, il fait ça comme ça et il utilise le service comme ça. Les priorités, les risques, les offres et les coûts et les prix. Donc pour définir un portefeuille, donc on s'assure de la validité du business plan et des données, hein, on définit le service, on définit le dossier, le business plan, on équilibre l'offre et la demande, encore une fois, on fournit pas des, des on fournit pas des besoins inexistants, hein, ça ne sert à rien. Et dans le même principe, on fournit pas des ressources en trop. Voilà, donc on essaye d'être équilibré entre le besoin et notre réponse. Donc, pour le coup, il faut analyser pour voir la valeur ajoutée et la priorisation. Ensuite, on valide l'investissement et les ressources. Donc là, on met le coup de tampon, hein, on s'assure avec le client que c'est bien ce qu'il voulait, et on attend une approbation. Et là, on fait la proposition de changement, on attend les autorisations, etc. Et enfin, on va communiquer les décisions, allouer les ressources et lancer les services. Donc c'est vraiment le lancement là. Et on va communiquer et vraiment allouer nos ressources en disant hey, attention, le nouveau service, il est comme ça. Donc les différents états d'un service, donc on a dans notre portefeuille, on a les services possibles,
On a une partie qui va aller dans le pipeline, donc c'est tous les services en projet, mais attention, ils sont juste en projet, on les a étudiés, on se dit peut-être que ceux-là, on pourrait les intéresser, ça pourrait être intéressant, donc on les met dans le pipeline, et dans le catalogue, ça va être les services qu'on propose aux clients, donc vraiment là, ils sont sortis du mode projet, et là, c'est vraiment ceux qu'on propose, et après, enfin, il y a les services retirés, qui sont ceux qu'on enlève, et qui vont être remplacés, ou qui n'ont plus lieu d'être. Donc vraiment, c'est un peu descendant, hein, forcément, puisque vous avez un nombre incommensurable d'idées qui vont être plus ou moins dans le portefeuille, et dans le pipeline, c'est vraiment ceux sur lesquels on va investir pour les mettre en projet et voir vraiment comment ça marche, quoi. On les utilise pour voir ce que ça donne. Et enfin, après, on propose aux clients pour uniquement ceux qu'on a validés. Voilà pour la stratégie du service. Euh, Nous allons passer à la partie conception du service.